Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le terrorisme islamiste, entre 2012 et 2023, ça fait 273 morts en France. J'écoute. La pollution de l'air, ça a fait entre 500 000 et 1 million de morts en 10 ans. J'écoute. Qu'est-ce qui nous rend le plus en insécurité? Putain, t'as le sens du timing, toi. J'écoute. Non, c'est nous qui vous écoutons. Alors, vas-y, de quoi tu veux qu'on parle? Mercosur. Salle d'injection. Bataclan. Vous êtes sûr? Ah mais c'est évident. Allez, fais pour la gueule, quoi. On boit le café puis on y va. La France a peur. Ou la France doit-elle avoir peur? La diagonale terroriste est-elle devenue une réalité avec laquelle il faut apprendre à vivre? Au Moyen-Âge, vous savez, on avait les Vikings qui pouvaient débarquer d'un jour à l'autre. On se disait, quand est-ce que ça va nous tomber dessus? Et on sait aujourd'hui qu'il y a des individus qui sont prêts à se sacrifier, pour nous tuer, au nom de leur idéologie mortifère. Ça devient une réalité planante, comme ça. On ne sait pas quand est-ce que ça va se produire. Est-ce que c'est une nouvelle norme, un nouveau code? Est-ce que c'est d'entrer dans nos mœurs? On en est là et on en parlera avec un expert en sciences politiques. L'apprentissage essentiel à notre économie, former les jeunes dans la formation professionnelle, apprendre leur métier dans les entreprises, a été sacrifié sur l'autel du budget. Les subventions ont été coupées par Monsieur Le Cornu. On coupe comme il faut couper, on coupe un peu n'importe où et quelquefois on coupe dans des secteurs essentiels et l'apprentissage est un secteur essentiel de notre économie. La malbouffe tue. La malbouffe tue, mal manger tue. Les lobbies de l'agroalimentaire, de la grande distribution vivent en partie de cette malbouffe. Comment la combattre? Tout d'abord en informant le consommateur. Père du Nutri-Score, le professeur Serge Erkberg va nous expliquer son combat, ses colères et ses espoirs. Soyez attentifs, appelez-nous, je rappelle au 0826 300 300, participez à ce débat qui vous concerne, le Nutri-Score. On va vous expliquer, c'est pas ce qu'on pense, c'est pas une punition, c'est juste une information pour les gens qui sont sujets, et des gens de faibles moyens, aux moyens faibles, qui ont besoin d'avoir des informations. Débat essentiel, soyez des nôtres. Écoutez bien de 13h à 14h. Quand les fachos de gauche veulent salir les monuments aux morts et salir les cérémonies du 11 novembre, et puis on parlera de la très belle lettre de Jean-Jacques Goldman. Alors, vive les salles de shoot. David Béliard, adjoint à la mairie de Paris, futur candidat aux élections municipales, veut les multiplier, veut les rapprocher des usagers. Vous voyez, à portée de chez vous, la salle de shoot à portée de chez vous, c'est ça, peut-être livraison à domicile pendant qu'on y est. Le président de la République qui nous avait juré sur ses grands dieux qu'il n'y aurait pas de Mercosur, eh bien, il a nous expliqué que finalement c'était pas si mal, qu'il avait des garanties, donc il est en train de susciter une nouvelle jacquerie. Les pauvres paysans français qu'on trimballe, qu'on promène, à qui on ment, à qui on raconte n'importe quoi, là sont en grande colère. Et puis, est-ce que tu as trouvé ton permis de conduire dans une pochette surprise? Oui, on se pose des questions parce qu'il y a un commerce et une ampleur dans les fraudes au permis de conduire qui fait que les pouvoirs publics devraient remettre leur nez dessus. Voilà pour le menu de ce jour qui est copieux, varié, épicé. Et avec Maud Koffler, on va vous décrypter toute cette actualité. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Juste un appel au secours, pas de discours, on accourt. Fidèle en attendant le retour du soleil et des beaux jours. Chanson officielle des Bleuets de France, l'association dont Jean-Jacques Goldman est l'ambassadeur. Jean-Jacques Goldman, notre héros de la jeunesse, est sorti un peu de sa réserve pour manifester, j'allais dire son émoi et son soutien aux cérémonies, aux différentes cérémonies que nous célébrons ces temps-ci, ces jours-ci, et notamment le 11 novembre. La monstruosité de la guerre de 1914, que Jean Jaurès a tout fait pour empêcher, et ça lui a coûté la vie, n'autorise pas à ce que l'on veuille salir et venir perturber les cérémonies du souvenir en honneur à ces morts. Je rappelais hier, on en a beaucoup parlé hier, 1 250 000 jeunes hommes qui ont été sacrifiés, une guerre qui a été une boucherie, une barbarie sans nom. On la célèbre 107 ans après, et il faudra toujours la célébrer pour ne pas oublier. Et puis il y a des militants d'extrême gauche hier à Lyon, une trentaine, qui ont voulu perturber. Ils ont été immédiatement neutralisés par les forces de police, et ils étaient prêts à, j'allais dire, salir cette cérémonie, alors que l'on dénonce cette guerre qui a été une barbarie, et je disais même qu'elle n'avait
peut-être pas servi à grand-chose finalement, au contraire, mais salir la mémoire des morts, c'est absolument ignoble, inadmissible. Et Jean-Jacques Goldman, dans ce courrier qu'il a envoyé manuscrit, il dit « Il me semblait important de montrer notre reconnaissance envers nos armées, leurs blessés, et plus généralement avec toutes les forces de sécurité qui nous protègent. » Et bien aujourd'hui, justement, on va en parler dans quelques instants. Est-ce qu'il faut qu'on se sente protégé? Est-ce que la police et l'armée qui nous protègent du terrorisme? En tout cas, on rend hommage à nos morts, et merci Jean-Jacques Goldman d'être sorti de la réserve pour rappeler ces évidences essentielles, j'allais dire, au bon équilibre de la vie républicaine. Jusqu'à quel point les attentats du 13 novembre 2015 ont-ils changé nos vies, vos vies? Prenez la parole au 0826 300 300 sur Sud Radio. On en parle dans un tout petit instant avec Sébastien Boussois. À tout de suite. Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Cela fait bientôt 10 ans que les attentats du Bataclan, des terrasses et du Stade de France ont eu lieu. 10 ans que l'État proclame régulièrement le plan Vigipirate de toutes les couleurs les plus chaudes de la palette. Mais en réalité, ces attentats ont-ils vraiment bouleversé la vie de la société? Sommes-nous devenus plus vigilants? Vous qui êtes de celle qu'on appelle la génération Bataclan, laissez-vous sortir vos enfants seuls le soir? Qu'a-t-on véritablement appris de ces tragédies? Et au fond, a-t-on parfois raison de craindre le pire encore aujourd'hui? On en parle avec le directeur de l'Institut géopolitique européen, Sébastien Boussois. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sébastien Boussois. La barbarie est aux portes de Rome. Non, la barbarie était dans Rome. Quand Rome a basculé. Aujourd'hui, on vit, alors pour certains, la peur au ventre. Nous commémorons aujourd'hui la tragédie de 2015, les deux, celle de janvier et celle de novembre. Il y en avait eu d'autres avant. Donc on sait que la France est le terrain où le terrorisme, où l'intégrisme islamique vient régler ses comptes avec l'histoire, avec le passé, et veut détruire l'avenir. Ça devient une réalité. Les autorités policières et politiques nous disent voilà, on est là. Alors on déjoue tout le temps, on évite. Pour autant, ils sont là. Combien sont-ils? Sont-ils prêts à agir en permanence? Il y a des pauses, ça revient. Est-ce qu'il faut vivre avec cette réalité et l'intégrer comme une nouvelle donne? J'allais dire, il y a des craintes aujourd'hui médicales sur des virus, et donc ça serait un des virus de notre civilisation. Oui, je crois que la nouvelle donne, elle est intégrée depuis bien longtemps. D'ailleurs, même avant 2015, les attentats de Toulouse, par exemple, avec Mohamed Merah à l'époque, on était dans le sentiment ou la perception petit à petit que ce nouveau paramètre géopolitique extérieur allait, pour un certain nombre d'années, nous empoisonner. Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments et beaucoup de questions dans ce que vous avez évidemment soulevé. Je pense que le terme de djihadisme d'atmosphère que le professeur Gilles Kepel a développé montre à quel point on est passé effectivement d'une série et d'une séquence d'une démultiplication d'attentats extrêmement violents, dont l'apothéose ont évidemment été les attentats de Paris, du Bataclan et des terrasses de l'Est parisien, mais également l'attentat de Bruxelles en mars 2016. Aujourd'hui, on est dans quelque chose de plus diffus parce que le détonateur qui était extérieur à la France, en l'occurrence Daesh sur les territoires syriens et irakiens, a implosé en plein vol depuis 2018. Et finalement, cette menace qui était relativement sanctuarisée et territorialisée, avec tous ces jeunes qui passaient par ce rite de passage d'aller en Syrie pour se former de façon paramilitaire et revenir frapper sur la France, et vous l'avez souligné effectivement, terrain de toute évidence favori de ces apprentis sorciers du terrorisme. Aujourd'hui, on est dans quelque chose de plus diffus et le territoire a largement évolué. Il n'y a plus uniquement la Syrie ou l'Irak ou d'autres zones du Moyen-Orient. Il y a évidemment des zones et des quartiers sensibles, comme on le dit pour pas dire autre chose. Et il y a aussi évidemment Internet, dans ce dark web aujourd'hui où tous ces jeunes peuvent puiser une idéologie et à un moment s'en saisir pour aller exister et pour frapper. Avec cette nuance, Sébastien Boussois, que les frères Kouachi, Mohamed Merah et d'autres étaient des citoyens français élevés sur les bancs de l'école de la République. Pourquoi est-ce que les valeurs de la République n'ont pas été mieux enseignées ou qu'ils ont été moins imprégnés? Pourquoi est-ce que l'intégration, pourquoi est-ce que le fait de vivre ensemble, pourquoi la République a échoué et a engendré au sein même de son sanctuaire des monstres et des barbares qui ont commis des atrocités? L'idéologie est terrible en fait, l'idéologie djihadiste, elle a retourné des jeunes de notre propre pays contre le pays qui les a vus naître et qui les a vus grandir
ou mal grandir. En réalité, ce qui est assez fou, c'est que beaucoup continuent encore aujourd'hui à concevoir et à penser que la menace, elle est uniquement extérieure et que finalement tous ces dangers dont nous, malheureusement, qui nous accablent, ne sont en fait que des éléments très très éloignés. C'est pour ça que longtemps on s'est senti d'ailleurs invincible et intouchable, parce qu'on a cru que les attentats, les menaces, tout ça, c'est des histoires de Moyen-Orient, c'est Israël, c'est la Palestine, c'est l'Irak, c'est l'Afghanistan. Non, en réalité, cette idéologie aujourd'hui, elle transpire à travers les réseaux, à travers les quartiers, à travers les mosquées, à travers des mauvaises rencontres, et elle forme des individus à l'idéologie mortifère du djihadisme. Et alors, vous l'avez dit, c'est ces jeunes qui sont nés ici, qui se sont retournés contre nous. Sébastien Bousquois, est-ce que c'est le système pédagogique qui a eu un défaut, qui a eu une faille, une défaillance, ou est-ce qu'il y a à l'intérieur du système éducatif des gens qui entretiennent cette ambiguïté et qui mettent dans la tête de ces jeunes qu'ils ont été victimes d'un colonialisme, d'un abus, que l'histoire a besoin de compenser ce que leurs aînés, pas eux, ont souffert, et qui sont dans une revanche qui serait devenue légitime? Alors je crois qu'il y a un décrochage complet aux valeurs républicaines et nationales pour bon nombre d'entre eux en réalité. Ces jeunes qui sont partis en vrille, si je puis dire, et qui n'ont jamais eu ni le sentiment, ou dont ils n'ont jamais été l'objet de cette adhésion aux valeurs nationales, vous retournez pas contre votre propre pays si vous croyez à votre pays, si vous aimez votre pays et si vous aimez vos compatriotes. En réalité, ces individus-là sont dans une sorte de flou non artistique qui a soit été instrumentalisé dans certains quartiers, soit instrumentalisé sur Internet, soit effectivement à un moment vous évoquez cette question de l'éducation nationale. Je voudrais pas accabler davantage l'éducation nationale et des professeurs qui font un travail évidemment extraordinaire, mais quand vous voyez effectivement quelqu'un... La grande majorité, mais pas tous. La grande majorité, mais pas tous. Mais quand vous voyez ce qui est arrivé à Samuel Paty et au professeur Bernard, c'est évidemment extrêmement inquiétant de voir à quel point vous remettez en perspective à la fois l'histoire, à la fois l'éducation civique et toutes ces choses-là. Je crois qu'aujourd'hui, il y a effectivement une responsabilité d'un certain nombre de courants politiques qui ont décidé d'inscrire bon nombre de nos compatriotes qui sont nés sur le sol français dans la posture de victime. Vous l'avez souligné très justement, et quand vous inscrivez quelqu'un dans la posture de victime, c'est pour qu'il vote pour vous, et vous n'avez aucun intérêt à le sortir de ce statut-là, sinon il ne votera évidemment plus pour vous. Et ces individus-là, on leur a fait croire que la France était responsable de tout, que la laïcité était une loi islamophobe, que la France soutenait Israël mordicus quoi qu'il se passe, et que quelque part, les damnés de la terre, les pauvres misérables qui seraient mis de côté, étaient ces individus issus plutôt de l'immigration. Mais j'ajoute un élément, c'est qu'on a vu dans l'évolution des processus de radicalisation, plus uniquement des jeunes issus des banlieues ou issus de l'immigration maghrébine, pour faire simple. On a vu sur 2014-2018 des jeunes gosses de riches venus de la province, complètement perdus. On a vu des filles, des filles très 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 radicalisées. Ce n'était plus uniquement le jeune. Il n'y avait pas que de la fracture sociale. Non, il n'y avait pas que de la fracture sociale, mais je crois. Une détestation préméditée et cultivée. Oui, et en plus de ça, je pense fondamentalement qu'il y a un problème au-delà de l'amour du pays dans lequel on est né. Il y a un problème de rêve, il y a un problème de... Ces générations-là sont nées dans les années 80 et 90. Alors, il y a la question du chômage, il y a la question de la misère, il y a la question de la paupérisation, il y a la question de la marginalisation de beaucoup de couches de la société. Il y a la question du rêve aussi. Aujourd'hui, vous naissez en France. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Toutes ces valeurs qu'on nous a inculquées, qu'on m'a inculquées dans les années 80, je suis pas parti de travers. Mais certains, effectivement, parqués dans des zones sensibles, parqués dans des quartiers extrêmement difficiles, n'ont pas non plus eu l'opportunité de pouvoir avoir la même chance que plein d'entre eux, et ont été récupérés par faiblesse, par problème d'éducation, par responsabilité ou peut-être irresponsabilité d'un certain nombre de parents, se sont retrouvés embringués de la petite délinquance au grand banditisme, puis ensuite au terrorisme. Vous n'aurez pas ma haine. Admirable résilience du peuple français. Est-ce que ce sont des remèdes qui suffisent pour vivre avec la peur au ventre? Ça fait partie de... Le message d'Antoine Léry, c'est très beau. J'ai eu la chance de pouvoir écrire un livre entre Georges Saline, dont on a beaucoup parlé, dont la fille Lola est malheureusement décédée au Bataclan il y a 10 ans, et Asdine Amimour, qui est un ami et qui est le père de Sami Amimour, un des 3 terroristes du Bataclan. Ce dialogue a été extrêmement constructif, difficile,
sensible, beaucoup de souffrance évidemment des deux côtés. Je crois qu'il ne faut pas être dupe, il ne faut pas être naïf. Comprendre, ce n'est pas comprendre, ce n'est pas excuser, pardon. Je crois qu'on continue évidemment à se poser énormément de questions par rapport à tout ce qui s'est passé, mais on est probablement encore très désemparé sur les outils qui permettraient que ça ne se reproduise plus. Et rappelons que ce sont les musulmans qui sont les premières victimes, que ce soit à Gaza ou ici, de l'islamisme. Nous avons en ligne Abdelkarim qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Abdelkarim. Oui, bonjour monsieur. Merci de votre parole, de me donner la parole sur votre antenne de Sud Radio. Donc j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de vous avoir au téléphone. Et c'est toujours la même problématique. Donc moi, je suis musulman, pratiquant. Et je suis assez révolté en fait par rapport à tout ce que j'entends donc tous les jours, que ce soit sur votre antenne ou sur les journaux télévisés. Pourtant, on fait la part des choses, hein. On fait vraiment la part des choses. Et jamais on a jeté l'anathème. Qu'est-ce qui vous indigne sur nos compatriotes musulmans, jamais. Oui, le problème qu'il y a, c'est que en fait, c'est des comment dire ça, vous stigmatisez, mais indirectement. C'est-à-dire du moment où vous employez certains termes. Bah donc ça nous rappelle. Quel terme? Soyez précis. L'islamisme par exemple. L'islamisme ça veut rien dire. C'est comme si moi je vous disais le judaïsme. Le judaïsme ça en aucun cas. Mais sur Gaza, je peux vous dire qu'on n'épargne pas. Non. Aujourd'hui, les gens qui sur Gaza vous disent que Netanyahou a raison et il y en a, je peux vous dire qu'on les stigmatise et qu'on s'engueule avec eux. J'allais dire même violemment quelquefois. Non. On est un pays, on est dans une logique laïque. Et quand les catholiques et quand les chrétiens on les dénonce. Et quand il y a eu des barbaries dans l'histoire, on l'a dénoncé. La loi de 1905, ça a été d'abord pour virer les catholiques à coups de pied dans les fesses des institutions de la République. Oui, non, mais je vous donne juste un exemple. Pourquoi? Parce que du moment où vous parlez de l'islamisme, vous parlez de l'islam. On est bien d'accord? Bah non, justement. Voilà, oui, mais c'est pas. Ce n'est pas logique. Pourquoi? Quand on parle du sionisme, on parle des juifs. Non mais écoutez, monsieur, personne ne montre du doigt les musulmans quand on parle. Excusez-moi. Allez-y, Abdelkarim, on vous écoute. Temps de parole qu'on puisse bien s'entendre, parce que si vous parlez en même temps que je parle... Allez-y, on vous écoute. Le sionisme n'a rien à voir avec le judaïsme. Oui. Voilà, faut bien faire la distinction. Voilà, donc le sionisme... Et l'islam n'a rien à voir avec l'islamisme, à ce moment-là. C'est vous qui faites l'amalgame, là, non? Non, pas du tout. Pour moi, du moment où vous employez l'islamisme, qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'islamisme? Il y a une grosse distinction entre l'islam et l'islamisme. Ça veut dire une dérive extrême de l'islam avec des pratiques qui ne sont pas reconnues et qui ne sont pas d'ailleurs mentionnées dans le Coran. Mais je ne vois pas le rapport avec le sionisme et Israël. Oui, mais le problème qu'il y a, c'est que vous prenez la racine du mot qui n'a rien à voir avec l'islam. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non. Non, mais si, je comprends très bien, mais je peux vous dire qu'on fait la part des choses. L'islam, si vous voulez, selon la jurisprudence, condamne fermement. Mais bien sûr. Mais quand on parle de terrorisme islamiste, ça vous dérange? Madame, excusez-moi, il n'y a pas de terrorisme dans l'islam. Attendez, quand un attentat est commis au nom d'Allah, ça vous dérange qu'on le précise? Non, ça me dérange pas, mais c'est à l'antipode de les valeurs de l'islam. Mais on dit pas l'inverse, on dit pas le contraire. Je vous cite un exemple. Les prêtres et les pères de l'Église ont violé des millions. Mais on fait toujours ce parallèle. Mais bien sûr, mais on le condamne aussi. Mais attendez, un prêtre qui viole des enfants, on va le condamner de la même manière sur notre antenne. C'est idiot comme comparaison. Non, pas du tout. C'est ce que vous dites. Non, mais là, en l'occurrence, vous parlez. Non, mais attendez, vous parlez du. Vous parlez. L'exemple que je viens de déjà, vous parlez tout seul. Non, mais le problème qu'il y a, c'est qu'on ne s'entend pas. Vous ne me laissez pas parler, vous me coupez la parole. Mais si vous avez déjà tout dit, mais vous ne nous laissez pas répondre. Bon. Laissez-moi finir l'exemple. Écoutez, on arrive. Le timing est ainsi fait. Mais on arrive au terme. Vous nous rappellerez. Non, on va revenir. Sébastien Boussois, vous allez revenir. Abdelkarim, vous nous rappellerez. On continuera ce débat essentiel, qui est au cœur de nos enjeux. Et on ne va pas se défausser. Merci. Allez, vous restez bien avec nous. On est toujours sur Sud Radio. N'hésitez pas
à nous appeler. On a eu un petit bug, à nous appeler au 0826 300 300. On va parler Mercosur, on va parler salle de shoot, on va parler fraude de permis de conduire. Voilà, à tout de suite. 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. La position ambiguë d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur sidère les agriculteurs français, Perico. Oui, c'est pas seulement une position ambiguë, c'est une virevolte. Enfin, il nous a expliqué qu'il était le rempart des intérêts agricoles français, qu'il ne signerait pas le Mercosur, qu'il ne céderait pas, et il avait la pression du reste de l'Union européenne et surtout de la Commission européenne, puisque Madame van der Leyen, elle tient absolument à ce Mercosur qui est très profitable à l'économie allemande. Rappelons-le qu'on joue toujours dans les intérêts allemands. Et là, le président de la République va appeler, mais il nous explique, ben oui, j'ai regardé, finalement on a eu des garanties, c'est positif, on a des contreparties, en fait tout ça n'est pas vérifiable, et chaque fois qu'on a eu à le mettre en place, on voit bien que finalement les agriculteurs français, parce qu'il y a toujours des clauses qui sont pas applicables, on a même parlé, ça fait presque 8 jours qu'on en parle, j'ai dénoncé avant-hier les clauses de compensation, les concessions qu'on fera pour protéger les agriculteurs devront être compensées par des subventions rajoutées. C'est inadmissible. Et là, l'ambiguïté du président de la République est plus qu'une ambiguïté. Alors évidemment, les agriculteurs parlent de trahison, les syndicats agricoles qui étaient vent debout, qu'on promène depuis des mois, depuis des années, Gabriel Attal avec sa mode de paille, sa conférence de presse, les lois Egalim qui étaient là pour les protéger, rien n'a évolué. Ils sont toujours dans une situation absolument tragique. La ministre de l'Agriculture va les recevoir, mais elle n'a rien à leur proposer de plus extraordinaire que ça. Si le Mercosur est signé, les produits d'Amérique du Sud rentreront sur le marché français, des produits qui sont interdits de fabrication en Europe et en France, interdits d'élaboration, vont inonder le marché, et ça sera une fois de plus nos paysans qui sont déjà à bout, qui sont aux abois, qui étant victimes de c'est une forfaiture politique. Ce traité est une forfaiture politique pour bien des raisons, mais notamment pour nos paysannes et nos paysans qui se battent et qui chaque jour on en rajoute une couche de plus pour les pousser dans le désespoir. Donc là c'est grave. J'espère que la France, le gouvernement, puisqu'on sait prendre des décisions, prendront les résolutions suffisantes, nécessaires, courageuses et attendues par tout le pays pour que le Mercosur ne pose aucun problème, soit qu'il ne soit pas signé, soit qu'il soit vidé des substances qui posent préjudice à l'agriculture française. La campagne des municipales a déjà commencé et le candidat à la mairie de Paris, David Béliard, évoque déjà une priorité, disons, sanitaire. Et oui, on reparle des salles de shoot qui avaient un petit peu semé le trouble chez les riverains parisiens des quartiers où elles sont installées. On met même en doute leur efficacité. Est-ce que c'est si porteur que ça? Et là, David Béliard, adjoint à la mairie de Paris et candidat aux prochaines municipales, il va un peu plus loin, il veut les multiplier et surtout il voudrait les rendre mobiles pour les rapprocher des usagers. Mais c'est-à-dire quoi? Que les gens qui se droguent, les gens qui se piquent sont des gens qui le font comme si on achetait une motte de beurre, un fromage, une baguette de pain ou une paire de chaussettes. Ce sont des usagers ou qui montent dans l'autobus ou dans le métro. C'est devenu quoi? C'est devenu la drogue est devenue, la drogue est devenue un service public pour lequel il faut mettre en place un système d'accès et puis une forme d'assistanat. Pourquoi pas? Mais je pense qu'à un moment donné, on va demander, c'est aussi la rembourser par la sécurité sociale. On dirait une partie déjà les seringues sont gratuites. Enfin, c'est hallucinant. Je ne sais pas où il veut aller, à quoi il veut en venir. Ça ne fait que braquer, et c'est un vrai problème. Et il faut accompagner les toxicomanes. Il faut aider ces populations. C'est une tragédie nationale. En plus, avec aujourd'hui un trafic de drogue. Alors, est-ce que ça peut permettre de limiter le trafic de drogue illégal? On n'en est pas sûr. Ça ne peut, pour l'instant, peut-être encourager la consommation. Tout ça est à déterminer de façon très précise, sociologiquement et scientifiquement. Mais quand un élu de la ville de Paris qui prétend être maire de Paris dans quelques mois dit il faut les multiplier et apporter aux consommateurs le produit à disposition, ça nous laisse quand même pantois. Et puis la fraude au permis de conduire prend de l'ampleur, Perico. Alors, le permis de conduire, le permis à points, les 12 points, quand on en perd, faut le repasser. Et puis, il faut passer son permis de conduire parce que aujourd'hui c'est important. Beaucoup de gens ne vont à leur emploi qu'avec leur véhicule. Donc, le permis de conduire est devenu aujourd'hui un moyen de vivre, un outil, un instrument de vie quotidienne. Et on apprend une enquête que les fraudes se sont multipliées. Pour l'obtention du permis de conduire, il y a 7000 examens qui ont été annulés par les pouvoirs publics et 83 centres censés être des centres où on passe au permis de conduire qui ont
ont été fermés par les services publics parce qu'ils étaient frauduleux. C'est stupéfiant là aussi. Alors il y a un trafic. Ensuite vous avez le trafic quand on passe son code. Alors on peut le vendre sur certains sites qui ont été fermés. Alors le code c'est 250 € pour l'avoir sans examen, et le permis de conduire vous pouvez l'avoir pour 1200 €. Vous avez votre permis de conduire. C'est pour ça qu'on pose la question, est-ce que tu as trouvé ton permis de conduire dans une pochette surprise? Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? En 2016, le gouvernement de monsieur François Hollande a décidé, c'était Manuel Valls, je crois, qui était Premier ministre, qu'on allait privatiser les examens de permis de conduire, les centres de récupération de points, et puis on n'a pas mis en place les systèmes de contrôle, parce que l'État privatise, d'accord, mais à condition qu'il y ait en contrepartie une garantie administrative avec la DGCCRF et d'autres. On s'assure que ce qui a été délégué à des intérêts privés qui sont là pour faire du bénéfice, c'est leur but, on a quand même un garde-fou de l'État qui est là pour s'assurer que tout se passe de façon régulière. Non, il n'y a pas de garde-fou. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est la foire d'empoigne, tout le monde s'y engouffre, et maintenant on t'imprime un permis de conduire là avec une photocopieuse quasiment, et on te le donne pour 1200 €. Alors ça enrichit les salauds. Il y a des gens qui ont des permis de conduire qui n'ont pas passé le permis, et évidemment on a une situation routière. Je rappelle qu'il y a encore eu 3400 000 morts. Donc voilà, donc la mafia du permis de conduire, les fraudes, espérons là aussi. Le gouvernement a beaucoup de pain sur la planche avec son budget. Je pense qu'il est urgent aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur, que M. Nunez, qui a été préfet de police, qui connaît bien cette situation, demande aux législateurs et à son gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette fraude cesse, parce que c'est un danger public. Alors, et puis une déclaration vous a fait bondir. Oui, l'actualité est tellement fournie, ma chère Monde. Une déclaration vous a fait bondir, une comparaison. Je bois trop d'eau. Donc une déclaration vous a fait bondir, Maud Koffler, une comparaison entre pollution et terrorisme. Et je vais tenter d'y aller avec des pincettes, mais c'est pas facile. Ça s'est passé dimanche soir dans l'émission C'est dans l'air sur France 5. Un militant écologiste est invité pour commenter l'ouverture de la COP30 au Brésil. Il s'appelle Cyril Dion, et voilà ce qu'il dit. Je vous donne juste un chiffre pour étayer le propos. Le terrorisme islamiste, entre 2012 et 2023, ça fait 273 morts en France. La pollution de l'air, ça a fait entre 500 000 et 1 million de morts en 10 ans, sur la même période. Qu'est-ce qui nous rend le plus en insécurité? Alors c'est là qu'il faut essayer de rester très calme. Dans cette déclaration, je le rappelle, tenue sur le service public dimanche soir, Cyril Dion compare très sereinement les conséquences de la pollution de l'air et les conséquences du terrorisme islamiste. Et c'est OK. Mais déjà, la comparaison est hallucinante. On peut comparer avec des maladies, avec des accidents de la route. Est-ce qu'au moins les chiffres sont fiables? Et non, Perico, parce que selon l'Observatoire de la santé, le nombre de décès liés aux particules fines sur cette même période est de 40 000, pas de 500 000 à 1 million. Mais les chiffres sont quand même énormes, et c'est pas vraiment l'objet de mon indignation. En fait, ce qui m'embête, c'est que ce que dit Cyril Dion, c'est qu'il compare les morts, c'est qu'il minimise le nombre de victimes du terrorisme islamiste, c'est qu'il hiérarchise, et à la veille des commémorations du 13 novembre, avouez que ça fait pas... c'est pas terrible, quoi. Alors, ce que ne montre pas l'extrait, c'est que la journaliste Caroline Roux s'est quand même offusquée. Elle lui a justement rappelé avec ses mots que le tempo pour ce genre de comparaison n'était pas dingue. Et c'est quand même fatigant d'entendre ce genre de discours aberrant une fois de plus sur le service public, parce que pour ces militants légèrement obtus, qui vivent dans un tunnel toute leur vie avec leur tempête émotionnelle et leur égalitarisme maladif, on peut pas mener deux guerres à la fois. Le terrorisme peut attendre, et des gens peuvent bien continuer de mourir sous les balles du fanatisme religieux. Ce sera toujours moins grave que ceux qui meurent à cause de la pollution. Ce discours me dégoûte. C'est quand même stupéfiant. Faire des comparaisons de ce genre. Autrement dit, le terrorisme, oui, d'accord, 273 morts, c'est pas si grave que ça. Et puis, c'est sans demi-mesure. À un moment donné, on n'est jamais dans la nuance, quoi. C'est bien du terrorisme. On va commencer à rentrer dans le détail de savoir la légitimité de ces chiffres. Et puis la pollution. Donc alors la pollution est un terrorisme, c'est ça. Et puis le terrorisme. On met tout sur le même plan. Est un fait divers. C'est quand même hallucinant. C'est le moment de dire peut-être, Perico, à nos auditeurs, que demain nous aurons une émission naturellement dédiée intégralement aux attentats du 13 novembre 2015, et que nous aurons deux témoignages assez forts, celui de Didi à midi 10, qui était le chef de la sécurité du Bataclan à l'époque, qui a sauvé plusieurs vies, et puis Jean-Pierre Vouche, qui était psychiatre, qui avait été dépêché sur place au moment où la tuerie a eu lieu, qui a donc pris en charge à la fois des policiers, il me semble, de la BRI et des victimes. Et puis on conclura cette émission avec Alexandre Delval, qui nous parlera du terrorisme, de l'évolution du terrorisme et des risques que nous encourons actuellement. 13 novembre 2015, 13 novembre 2025, bien
bien sûr que nous allons commémorer avec ces témoignages. Ils sont là, on a cette situation à l'esprit, on discutait tout à l'heure avec Monsieur Boussois. Est-ce qu'il faut vivre avec le terrorisme au ventre? En tout cas, on est dans cette réalité et en tout cas sur Sud Radio, bien sûr. Oui. Nous n'oublierons pas, nous ne raterons jamais l'occasion de rappeler ce qu'il en est, sa signification, les enjeux politiques, les enjeux sociologiques, comment il faut y réagir, comment se défendre et faire témoigner surtout tous ceux qui ont vécu. C'est quand même notre réalité, c'est extraordinaire. On est dans une situation, on ne veut pas dire de guerre, parce que grâce au ciel, on n'est pas dans une situation de guerre, mais on est dans une situation de crainte, de menace, de tension régulière. J'allais dire, la planète est à feu et à sang à cause des idéologies mortifères. Au nom d'un Dieu miséricordieux, que ce soit d'ailleurs chez les chrétiens, chez les musulmans et dans les autres religions. Cette espèce de fanatisme des religions qui au départ sont porteuses de valeurs de paix, d'amour, de compassion, de partage, elles peuvent engendrer des monstres. À partir d'une même doctrine, à partir d'un même texte, on peut engendrer des monstres qui provoquent des morts, des souffrances, des haines, et surtout, voilà, le fait que une religion d'amour, parce que la religion du livre, c'est une religion monothéiste, c'est la religion d'amour, le partage. Ce sont le plus beau texte, c'est l'Évangile. Bon, et dans le Coran, c'est aussi on prône l'amour et la fraternité. Et bien, ces textes-là peuvent engendrer des tragédies absolument abominables. N'oublions pas les guerres de religion. On parlait tout à l'heure, justement, est-ce que on stigmatise une religion? Non, la pire chose qui soit arrivée, ce sont les guerres de religion entre chrétiens d'un même texte, protestants et catholiques à partir de la Bible d'un même texte. N'oublions pas l'Inquisition, n'oublions pas les millions d'Amérindiens qui ont été tués par les conquistadors au nom de Dieu, au nom du Christ, au nom des religions. Et donc toute religion qui est réinterprétée sous une forme radicale et intégriste conduit évidemment à la tragédie, alors que le but de ces doctrines, au départ, dans la foi monothéiste, la foi d'amour, d'un Dieu de partage et d'un Dieu de pardon, est au contraire d'amener de la paix et l'amour. Eh bien, nous ne comprenons pas pourquoi aujourd'hui, dans un monde moderne, les droits de l'homme, la science, la connaissance, le savoir, eh bien, on a encore des gens qui vivent à une autre époque et qui se réjouissent de tuer des autres êtres humains, des congénères à eux, de les faire souffrir, de les torturer, de les massacrer, au nom d'un Dieu qui est censé être un Dieu d'amour. Vous restez bien avec nous. Dans un instant, nous parlerons de l'apprentissage, grand sacrifié du nouveau budget 2026. On en parle avec Jean-Christophe Répond dans un petit instant. N'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le vote du budget 2026, toujours débattu à l'Assemblée nationale, pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur ce qui jadis faisait l'une des fiertés de la France, l'apprentissage. Prime à l'embauche, dérogation de taxes d'apprentissage, exonération de cotisations sociales, aide au permis de conduire ou encore dotation au centre de formation. Tous ces financements pourraient diminuer de près de 2 milliards d'euros, au risque de compliquer un peu plus l'embauche des jeunes, déjà à la peine, particulièrement depuis cet été. On en parle avec le président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, Jean-Christophe Répond. Bonjour. Bonjour Jean-Christophe Répond. Ma chère Maude, qui faisait la fierté, qui fait toujours la fierté, oui, il n'est pas mort, même s'il est mal en point. Jean-Christophe Répond, on voit que le budget va tailler dans les aides données à l'apprentissage, alors qu'on sait aujourd'hui, par rapport à l'économie française, par rapport aux grands enjeux économiques de la France de 2025, que l'apprentissage, c'est-à-dire c'est l'initiation aux métiers professionnels qui sont déjà maltraités par l'éducation nationale, parce que dans ce pays, dans cette République, on n'ose pas dire aux gens, on a besoin d'artisans, on a besoin de charpentiers, on a besoin de plombiers, on a besoin de charcutiers, parce qu'il faut que des sociologues et que des anthropologues. Et en plus, là, l'apprentissage est un élément essentiel. Et on dit, non, on va couper dedans, on va encore en avoir moins. Ça vous met très en colère ou ça vous inquiète ? Ça nous inquiète fortement parce que une des rares réussites, je dirais, du gouvernement Macron, les divers gouvernement Macron, ça a été quand même l'arrivée de l'apprentissage, ce qui était plus pour nous une grosse difficulté de par le passé. Nous avons, dans le bâtiment, notamment pour la CAPEB, gagné des apprentis depuis maintenant 8 ans à peu près, et nous sommes à peu près à 100 000 apprentis, et pour nous, c'est la relève de nos entreprises, c'est aussi les compétences et la dynamique économique de nos entreprises. Et donc, on regarde avec beaucoup d'attention les arbitrages. On a eu de cesse de faire des propositions d'économie de budget, bien évidemment, avec un accompagnement uniquement pour les entreprises de moins de 50 salariés, donc les petites entreprises,
c'est elles qui ont besoin d'accompagnement. J'imagine qu'EDF ou Carrefour n'a pas besoin d'accompagnement, mais que nous, TPE, on a besoin d'être suivis et d'être accompagnés. Et pour nous, c'est vital pour la reprise de nos entreprises, pour l'avenir de l'artisanat en France. Et c'est ça qui se joue actuellement. Ces coupes budgétaires, concrètement, vont avoir un impact sur quelle partie de l'apprentissage ? Surtout au niveau, si l'accompagnement devait être revisité et donc abaissé, c'est surtout dans les premiers niveaux d'apprentissage, les CAP et les BEP, qui sont le début du parcours pour nous d'étudiants, d'apprentis, et c'est essentiel que d'envoyer ce signal serait négatif. Après, un autre signal qui est vraiment pour nous très catastrophique, c'est d'aller prendre dans la poche des apprentis du pouvoir d'achat en leur enlevant l'exonération de charges salariales. Et donc c'est vraiment, quand on dit que la problématique vient souvent de l'emploi des jeunes, quand on a des jeunes qui sont en apprentissage, donc qui sont dans le métier, qui rentrent dans la profession, si on va leur prendre quelques pouvoirs d'achat pour relever les finances publiques, je trouve que c'est un signe vraiment négatif qu'on envoie à la France, aux jeunesses françaises qui se lèvent tôt pour travailler. Donc c'est vraiment des signaux qui sont de mauvais calculs, et c'est surtout, je pense, un investissement pour la France. Quand on a des milliards d'euros qui sont dépensés pour l'apprentissage, ce sont des investissements pour les métiers d'avenir, ce sont des rentrées fiscales et sociales pour demain, et c'est aussi la relève de notre pays. Et donc, sacrifier l'apprentissage alors qu'il coûte beaucoup moins cher que la formation dite générale d'éducation nationale, ça serait vraiment un non-sens et un contresens économique et social. Est-ce qu'on vous a fourni des explications, des arguments politiques pour justifier qu'il fallait justement couper dans ce budget au niveau de l'apprentissle Non, on a eu de cesse d'entendre dire que l'apprentissage coûtait bien trop cher et qu'il n'était pas financé et qu'il fallait donc remédier dans le cadre du redressement fiscal, mais pas du tout dans un cadre stratégique et politique. L'apprentissage reste un investissement, il faut bien que les Français comprennent ça, il faut que la jeunesse française trouve du travail et le plus tôt possible, et soit en activité le plus tôt possible, et on a vraiment une jeunesse qui est valeureuse. On l'a vu nous encore il n'y a pas très longtemps dans les Olympiades des métiers, le WorldSkills à Marseille, où on a vraiment des jeunes qui viennent, qui veulent apprendre le métier et qui veulent relever les défis, et donc donnons-leur du sens et accompagnons notamment, moi plus particulièrement, les TPE pour aller dans ce défi. On a, nous, dans l'apprentissage et dans le bâtiment, un défi majeur, c'est comme la majorité des populations, mais on a une pyramide des âges très défavorable dans les artisans du bâtiment. Il faudra qu'on ait beaucoup de repreneurs d'entreprises ou des créateurs d'entreprises. Et nous, il nous faut à tout prix cette dynamique de jeunesse pour nos entreprises au niveau économique, mais aussi pour la transmission des savoirs. Là, très concrètement, ces coupes budgétaires, elles vont avoir un impact sur quoi ? Sur la multiplication des apprentissages, sur les vocations, sur la façon dont les entreprises peuvent le gérer ? Elle risque d'avoir. On a déjà eu 2 rentrées un peu difficiles, avec moins d'effectifs dans les premiers niveaux de formation, et donc nous avons besoin d'avoir très rapidement une nouvelle dynamique. Alors, elle est aussi liée, cette dynamique un peu à la baisse, non pas sur les coupes budgétaires, mais aussi sur l'activité même du bâtiment et pour les artisans du bâtiment, qui est négative depuis plus de 2 ans. Oui. Et c'est ça qu'il faut remédier. Alors, l'activité économique des artisans, donc le fait qu'on ait plus en réflexion pour prendre l'apprentissage, et qu'en plus on nous enlève quelques accompagnements ou qu'on vient pénaliser les apprentis en leur prenant de l'argent directement dans la poche, il va être difficile de relever le défi. Et nous, quand on perd 2-3 ans dans rentrée d'apprentissage, c'est derrière on a une petite dizaine d'années de baisse de main-d'œuvre pour l'avenir. Et donc il nous faut vraiment rapidement avoir des arbitrages favorables. Donc nous, on redit au gouvernement qu'il faut accompagner les TPE, et uniquement les TPE, et nous avons évalué à peu près 1 milliard d'euros d'économies si on accompagnait uniquement les entreprises de moins de 50 salariés. Jean-Christophe Depont, vous êtes un responsable professionnel dans une branche qui est le bâtiment, on va dire. Est-ce qu'il y a des secteurs plus fragiles que d'autres en matière d'apprentissage qui méritent un effort supplémentaire, et d'autres qui au contraire se portent mieux ? Non, là actuellement, on voit bien que les 2 rentrées successives un peu à la baisse, elles viennent toucher tous les secteurs, et elles sont un peu à peu près cohérentes par rapport à l'activité des secteurs. Donc on a eu des secteurs de l'hôtellerie, de la boulangerie, de la restauration qui ont été aussi un peu en retrait, mais elles correspondent tout à fait à l'activité. Et en fait, si on veut une activité et de l'apprentissage dynamique, il nous faut des directions un peu claires. Et là, on voit bien que aller taper dans l'apprentissage
pour redresser les finances publiques, c'est un contre-investissement pour redresser les finances publiques. C'est tout simplement absurde. Je comprends pas comment des politiciens dits responsables et lucides peuvent adopter une telle mesure. Est-ce que vous êtes bien placé aussi pour nous dire, est-ce que les vocations connaissent une petite souffrance, un petit recul, ou est-ce que dans cette jeunesse, malgré qu'on explique que la formation professionnelle, ça ne vaut pas d'avoir des grands diplômes universitaires, est-ce qu'il y a quand même une dynamique dans notre jeunesse pour faire les beaux métiers que vous représentez? Moi, en toute sincérité, on a fait à Warskis Marseille, on était présent avec la CAPEB et on a fait participer à la construction d'un mur fait par les artisans et les apprentis, et on a vu une jeunesse qui correspond pas à celle qu'on nous décrit régulièrement, une jeunesse plutôt dynamique, qui a envie d'apprendre et qui a envie de faire des métiers. Alors bien évidemment que ce n'est pas la jeunesse que l'on a connue nous, et que la génération Z va sûrement surfer sur plusieurs métiers et sur plusieurs activités dans toute sa carrière, mais il y a une vraie dynamique, et on a fait une étude à la CAPEB pour regarder cela et comment on pouvait amener de vieux artisans en fin de carrière à parler de plus en plus à cette jeune génération qui veut donner du sens, et on s'aperçoit que nos métiers du bâtiment, dans l'entreprise artisanale du bâtiment, donc la TPE, la petite entreprise de terroir, correspond totalement à ce que ressentent et veulent les jeunes actuellement, avoir du sens dans leur métier, être en proximité du lieu où ils sont nés et avoir pas de N+10 au-dessus de leur tête, et servir à quelque chose. Et là, nous, dans le bâtiment, dans l'entreprise artisanale du bâtiment, on est vraiment dans les défis de demain, c'est-à-dire la décarbonation, mieux habiter son logement, en confort d'été, en confort d'hiver, et puis aussi accompagner au mieux nos anciens à vivre le plus longtemps le logement. Jean-Christophe Repon, des métiers qui... Oui. Donnez-moi une bonne raison, de convaincre un jeune qui veut se lancer dans la vie professionnelle de venir dans votre branche ou une autre, mais vous qui portez ce métier, ces beaux métiers, pourquoi il faut y aller? Dans le bâtiment, il fera son métier, il servira sa société en proximité de là où il est né. Il aura un sens à donner aux particuliers en décarbonant, en améliorant l'habitat, et donc du coup en sauvant la planète indirectement, puisque on sait que 40% des logements, c'est aussi la facture énergétique, donc c'est cela. Et puis il pourra aussi permettre à nos anciens de vivre mieux son habitat avec la silver economy et l'accessibilité, en gardant nos personnes âgées le plus longtemps possible chez elles, pour pas qu'elles n'aillent dans les EHPAD, on l'a bien vu dans la période Covid. Donc on a vraiment des métiers qui ont du sens, et puis aussi, et on le dit pas assez, c'est difficile des fois, mais on vit bien aussi dans ces métiers de l'artisanat, et on peut vivre économiquement très intéressant avec des diplômes qui sont aussi respectables. Merci beaucoup Jean-Christophe Depont pour votre témoignage, et vive l'apprentissage français, et on espère que vous pourrez surmonter cette épreuve budgétaire. Vous restez avec nous parce que nous allons recevoir le professeur Serge Ekberg, père du Nutri-Score, les enjeux de la malbouffe, pourquoi la malbouffe tue, comment la combattre, voilà, pourquoi il faut être en colère et pourquoi on se réjouit que le Nutri-Score soit devenu obligatoire. On va en discuter avec ce grand médecin. Vous restez avec nous et vous nous appelez au 0826 300 300. Vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Voilà la différence. La malbouffe tue, et on entendait la colère de Jean-Pierre Coff, qui a introduit le premier dans le débat médiatique cette prise de conscience du consommateur. Attention à ce que vous mettez dans votre assiette, il peut y avoir un danger, il peut y avoir des impacts sur votre santé, sur l'environnement, sur la nature, sur la vie. La malbouffe tue, elle tue parce que elle enrichit des lobbies, certains lobbies agroalimentaires, certains lobbies de la grande distribution font leur gras, c'est le cas de dire avec ça. La malbouffe tue parce que le consommateur, le citoyen et la citoyenne consommateur n'ont pas forcément l'information pour pouvoir justement s'en prévenir. Nous sommes ici en présence du professeur Serge Ekberg. Je ne vais pas vous dire que vous êtes le Jean Moulin de la malbouffe, parce qu'on est aujourd'hui dans des comparaisons et des métaphores qui sont quelquefois excessives. Je dois vous dire, vous n'êtes peut-être pas connu du grand public, même si beaucoup de Français vous connaissent. Votre rôle, votre action est aujourd'hui essentielle, j'allais dire, pour la santé de ce pays, parce que bien manger, combattre la malbouffe, ça a des enjeux sanitaires, sociologiques, culturels, économique et bien sûr
politique. Vous avez écrit plusieurs livres, hein. Vous êtes nutritionniste, épidémiologiste français, professeur à l'université Sorbonne Paris-Nord, donc vous êtes un universitaire qui connaît ces dossiers, vous êtes un médecin, vous êtes un scientifique, vous avez écrit parmi d'autres « Mange et tais-toi hein », un nutritionniste face au lobby agroalimentaire, ça veut tout dire. Et aujourd'hui, je vous ai demandé de venir ici pour témoigner, nous nous connaissons depuis un certain temps, hein, professeur Serge Herbert, parce que nous menons quelque part ce combat de façon concomitante. Alors moi, à mon modeste échelle de journaliste, vous en tant que scientifique. Et enfin, le fameux Nutri-Score dont on a tout dit, dont on a tant entendu, dont les gens ne connaissent pas vraiment toujours les tenants et les aboutissants, il a été rendu obligatoire par le gouvernement de monsieur Sébastien Lecornu. On s'attendait pas à ça. Madame Annie Genevard, qui était très sceptique sur le Nutri-Score, étant ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, et aujourd'hui, c'est une petite étape. Je dis même pas que c'est une bataille de gagner. C'est une petite étape dans ce combat du Nutri-Score. Vous êtes rassuré quand même, professeur Herbert, que le Nutri-Score soit devenu obligatoire malgré les réserves qui ont été apportées à cette application? Alors oui, c'est une victoire de la santé publique, comme vous l'avez rappelé. Alors on n'est pas encore jusqu'au bout du processus législatif, il reste encore quelques incertitudes, mais c'est déjà une étape très importante de franchie que l'Assemblée nationale, en première lecture, ait considérée que, au nom de la défense des consommateurs, au fond, au nom de l'intérêt de la santé publique, il était nécessaire, comme le demandent les scientifiques, comme le demandent les acteurs de santé publique, les consommateurs, les professionnels d'une façon générale du champ de la santé publique, à ce qu'ils deviennent obligatoires pour forcer la main aux industriels qui refusent encore de l'afficher. Large majorité, hein, je crois, pour le décider. Par rapport à ce qu'est une large majorité aujourd'hui, c'était quand même assez net. Oui, tout à fait. Là, ça transcende les partis, on est d'accord. Absolument, c'est une problématique transpartisane, et heureusement d'ailleurs, et c'est très bien, même si partis d'extrême droite se sont plutôt opposés à cet amendement, mais il a été adopté en séance. Alors qu'en privé, ils vous disent que c'est très important, mais que tel que c'est présenté, ça peut supposer un handicap pour certaines entreprises. On a toujours des prétextes économiques pour expliquer que des mesures de santé vont être contraignantes ou vont entamer certains profits. Serge Herbert, le Nutri-Score, vous allez nous le décrypter. En un premier temps, c'est pas une note gastronomique, c'est pas, j'allais dire, une ordonnance médicale, c'est pas une punition, c'est pas une sanction, c'est pas un interdit, c'est juste une information, en particulier destinée aux revenus les plus modestes, pour leur dire attention, la malbouffe est partout, voilà celle dont vous ne devez pas du tout abuser, et celle dont vous devez abuser un petit peu moins, et encore un petit peu moins. On est bien d'accord, c'est de l'information. Absolument, c'est, comme vous l'avez dit, absolument pas une norme, c'est pas une obligation, c'est un système qui donne une transparence sur la qualité nutritionnelle d'une façon simple, intuitive, compréhensible par tous, et notamment par ceux qui sont les plus défavorisés, ceux qui ont peut-être le plus de difficultés à pouvoir juger de la qualité nutritionnelle d'un produit. Donc c'est un outil qui peut vraiment aider les consommateurs, s'ils le souhaitent, à orienter leur choix vers des aliments de meilleure qualité nutritionnelle, plus favorables à la santé. Et en plus, ça pousse aussi les industriels, les distributeurs, à améliorer leur offre alimentaire. Alors, on va rappeler les paramètres qui interviennent dans le Nutri-Score. Bien entendu, ce sont les excès de gras, de sucre, tout ce qui est nocif. Quelles sont les échelles de valeur, quels sont les critères qui déterminent que tel produit va être rouge, vert clair, jaune? Donc alors rappelez-moi, A, B, C, D, E. Voilà. Du vert au rouge, donc c'est vraiment très intuitif, très compréhensible, donc ça paraît très simple, mais derrière ça, il y a beaucoup de science, puisque la construction du Nutri-Score repose sur un algorithme qui prend en considération, alors, ce qui est plutôt négatif dans les aliments, est-ce qu'il y a en effet du sucre, des graisses saturées, du sel, des calories, des éléments qui sont plutôt positifs, est-ce qu'il y a des fibres, des protéines, des fruits et légumes, des légumineuses. Tout ceci donne des points positifs, des points négatifs. Ça aboutit à la somme de ces différents éléments à une note. Et scientifiquement a été défini des seuils qui permettent donc de classer les aliments de A à E, de la qualité nutritionnelle la plus favorable à la plus défavorable. Ce protocole, c'est vous qui l'avez conçu, en scientifique, en médecin, en nutritionniste, en épidémiologiste. Vous avez mesuré chaque élément alimentaire, chaque paramètre de nutrition, et la conclusion de ce protocole, c'est toute une équipe, évidemment. C'est un travail extrêmement sérieux, j'allais dire, comme lorsque l'on pose un vaccin, et vous êtes arrivé à cette codification avec ce classement sur des bases parfaitement scientifiques, on est bien d'accord. C'est bien sûr entièrement de la science derrière. D'ailleurs, c'est en effet une équipe de recherche. Et de la médecine. Et de la médecine, donc nous nous sommes basés sur
un mode de calcul qui avait déjà été mis au point par l'université d'Oxford, donc au Royaume-Uni, qui avait été fait pour réguler la publicité, les aliments qui seraient autorisés à la publicité télévisuelle destinée aux enfants. Alors c'était un système binaire, c'était oui ou non, bon ou pas bon, et on l'a adapté en France, avec la possibilité donc d'avoir 5 classes et de pouvoir avoir l'opportunité de donner une information qui vraiment aide le consommateur, mais surtout ça a été validé scientifiquement. Il y a eu de très nombreux travaux qui ont testé à la fois la perception, la compréhension, l'impact sur les choix alimentaires, et des études portant sur des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de sujets suivis pendant de nombreuses années ont permis de montrer que le fait de manger des aliments bien classés sur l'échelle Nutri-Score réduisait le risque de maladies aussi importantes que l'obésité, certains cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète. Donc, professeur, nous sommes bien d'accord. Vous ne montrez pas du doigt, vous ne fustigez pas certaines denrées ou certains types d'aliments, mais leur abus, l'excès de consommation. On reste libre de faire ce que l'on veut. Vous prévenez juste qu'au-delà de 130 km/h, on risque de déraper, et que s'il n'y a pas de frein sur la voiture, dans un virage, elle peut aller dans le fossé. Exactement, il faut le rappeler, c'est de l'information. Fournir la transparence sur la composition nutritionnelle, c'est un élément donc que le consommateur peut intégrer dans son acte d'achat s'il le souhaite, et il n'y a aucune stigmatisation, il n'y a aucune culpabilisation des produits qui sont mal classés par le Nutri-Score, D ou E. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer, ça rappelle simplement que ces produits doivent être consommés de façon raisonnable, en trop grande quantité, pas trop fréquemment. Selon un concept philosophique du rien de trop, qui est le secret de la vie sur Terre, à tous les points de vue, y compris en politique et en philosophie, et peut-être en amour. Vous avez choisi un code couleur qui est le plus simple pour, voilà, quand on fait ses courses dans une grande surface, on a son chariot, on a la famille, les enfants sont souvent prédicteurs de consommation. Je crois que c'est 30% des produits achetés en grande surface sont souvent à l'initiative des enfants, qui ont bien entendu vu des images à la télévision pendant les spots publicitaires, et puis tout ça est fait exprès. Il s'agit de susciter des envies, de créer des besoins pas forcément utiles, et le Nutri-Score arrive avec un code couleur très simple, qui va du rouge au vert, exactement comme au feu quand on passe. Attention, il faut ralentir, c'est une limitation de vitesse aussi, et vous avez choisi un code couleur avec des lettres. Vous auriez pu choisir d'autres critères d'information, ou c'est bien de me prendre de la couleur, parce que c'est ça d'ailleurs qui pose problème. Rouge, ça veut dire quoi, rouge? On n'a pas le droit. Si, vous avez le droit, mais faites attention. Oui, alors, en effet, il y a eu beaucoup de discussions scientifiques sur les logos. Il y a différentes expériences qui ont été menées. Et on sait que les codes couleurs sont beaucoup mieux compris et mieux perçus par les consommateurs. Les couleurs sémantiques du vert au rouge, qui parlent à tout le monde, sont particulièrement utiles, et ça a été testé. Il y a même des notes scolaires qui sont maintenant en couleur. Absolument. Mais le rouge, d'ailleurs, quand très souvent on nous dit « mais attendez, rouge, c'est vraiment l'interdiction ». Non, c'est absolument pas. D'ailleurs, le rouge est largement utilisé par l'agroalimentaire. Lorsqu'il y a des promotions, c'est généralement entouré de rouge. D'ailleurs, le Père Noël est rouge. Ça montre bien que ça ne va pas faire peur. Donc, on a tout un travail aussi de communication qui est déjà fait, qu'il faut encore amplifier pour bien rappeler qu'un produit, même rouge, peut faire partie d'une alimentation équilibrée. Mais si on a la possibilité d'avoir une alternative, et si on le souhaite, on peut choisir une alternative mieux classée sur l'échelle du Nutri-Score. Alors rappelons qu'il était jusqu'à présent pas obligatoire, et qu'il y avait malgré tout, j'allais dire, des entreprises, des compagnies, des firmes agroalimentaires qui jouaient le jeu, et puis d'autres qui ne décédaient pas du jeu. On va justement venir là, on va faire une petite pause. Vous restez avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300, parce que vous êtes tous concernés très près par ce débat, et on va voir avec le professeur Serge Hagbert comment gérer intelligemment, comment approcher intelligemment, avec pédagogie et confiance, les éléments du Nutri-Score qui viennent d'être rendus obligatoires en première lecture à l'Assemblée nationale. À tout de suite. Cette semaine, réveillez-vous avec Patrick Rogy, 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. Moi je suis client, j'ai pas envie de revenir, je suis désolé. C'est pas bon, c'est dégueulasse. Mais bouffez-le, mais prenez-le et bouffez-le. Vous avez tout ça à bouffer. Ah non, prenez-le et bouffez-le. Non mais ne le donnez pas à vos clients.
le cinéma français s'est quand même beaucoup porté sur ces enjeux. C'est normal, on est en France et le débat alimentaire s'est souvent invité dans les scénarios de cinéma et des films. C'est tant mieux. Nous sommes avec le professeur Serge Ekberg, père du Nutri-Score, qui a remporté, lui, son équipe, et tous les compatriotes qui sont conscients de cet immense enjeu. Une première victoire à l'Assemblée nationale, puisque le texte a été adopté en première lecture, malgré l'avis contraire du gouvernement. C'est-à-dire que la ministre de la Santé et la ministre de l'Agriculture, en l'occurrence Mme Genevard, continuent et persistent dans leur refus de rendre le Nutri-Score obligatoire. Alors oui, la ministre de la Santé a rappelé son intérêt pour le Nutri-Score et le fait qu'il fallait le développer, mais a considéré que les amendements qui avaient été proposés par les écologistes et les socialistes pour l'adoption obligatoire du Nutri-Score étaient contraires à la réglementation européenne. Ah bon. Alors ça, c'est un élément qu'on entend depuis très longtemps, mais qui sert un petit peu d'alibi dans ce sens qu'en effet, il y a une réglementation européenne qui interdit aux États de rendre obligatoire un logo d'information nutritionnelle synthétique sur la face avant des emballages des aliments. Alors ça avait été poussé au milieu des années 2000 par les lobbies qui avaient dépensé beaucoup d'argent pour déjà empêcher qu'il y ait un logo nutritionnel, l'ancêtre du Nutri-Score. Mais cette réserve ne tient pas parce qu'il existe un article, l'article 36 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui permet aux États membres de considérer qu'au nom de la santé publique, il était possible de déroger à la libre circulation des produits en Europe, à condition que la mesure soit justifiée, nécessaire, proportionnée et qu'elle ne stigmatise aucun pays. Donc on garde encore le sens des priorités au sein des institutions européennes, parce que là, au début de votre explication, c'est l'Union européenne défend la malbouffe puisqu'elle interdit de la dénoncer. Pas de label étatique, au nom du libre-échange, la libre circulation des marchandises, des personnes et des capitaux, parce que ça, c'est une entrave. Et malgré tout, il y a un peu de raison qui revient, et si, il est important que le consommateur sache. Comment s'est passé le vote exactement? Donc, il est proposé par qui? Quels sont les parlementaires qui le proposent? Alors, il y a eu 2 amendements qui sont à peu près équivalents. Un qui émanait des socialistes. Un qui émanait des écologistes. Ça a été soutenu par toute la gauche, par un certain nombre de députés du bloc central, du MoDem, par quelques députés d'Ensemble pour la République, quelques plus rares députés, mais tout de même des Républicains, et aucun député du Rassemblement national et de ses alliés. C'est très paradoxal, parce que le Rassemblement national, qui s'inscrit dans la défense, des intérêts populaires, des classes défavorisées, ne comprend pas que le Nutri-Score est la mesure la plus importante aujourd'hui pour les petits revenus, pour les gens, on va dire clairement pour les pauvres. C'est pour éviter aux pauvres de s'empoisonner. Et non, eux, ils considèrent que c'est une entrave au marché. Professeur, on est en ligne avec Jean, qui nous appelle de Lyon. Bonjour Jean. Oui, bonjour. Merci. Merci de me laisser la parole. Tout d'abord, je dirais que merci pour cette initiative du Nutri-Score. Je pense que c'est une bonne chose. Effectivement, il y a des tas de produits qui n'affichent pas le Nutri-Score. Et en fait, moi, j'utilise l'application Yuka. Donc, je voulais interroger le professeur sur est-ce que c'est une bonne appli fiable, sachant que, en plus du gras, du sel, du sucre, etc., elle affiche la qualité des additifs. Est-ce qu'ils à risque, pas à risque, très dangereux, etc. Donc, donc je voulais interroger le professeur, savoir si c'était fiable. Ça a l'air, a priori, mais bon. Jean, donc on va demander au professeur Ekberg, est-ce que Yuka et le Nutri-Score sont complémentaires, un peu concurrents, ou, j'allais dire, agissent sur des terrains différents? Oui, alors permettez-moi juste de rebondir pour rappeler que aujourd'hui, il y a à peu près 62% des produits alimentaires mis sur le marché qui ont le Nutri-Score, qui affichent le Nutri-Score. Lorsqu'on a proposé à Marisol Touraine en 2014 ce logo, il n'y en avait aucun. Ils l'ont combattu pendant 4 ans d'une façon extrêmement violente. Très bien. Et c'est grâce à la science, grâce à la pression sociétale qu'en 2017, il est devenu le logo officiel. Je rappelle Marisol Touraine, ministre socialiste de la Santé, et il y avait aussi Benoît Hamon. Quand il y a eu l'amendement Nutella, non, parce que ça va froisser Bruxelles.
Et donc ça avait été retoqué par la gauche. Tout à fait. En 2017, donc Nutri-Score est adopté sous une forme donc volontaire, et on a commencé à avoir des entreprises, parce que la demande des consommateurs étant forte, il y en a eu 5, 10, 50, 100. Aujourd'hui, non obligatoire, rappelons bien. Non obligatoire, mais il y a tout de même 1500 entreprises qui jouent. Courageuse. Par contre, il y a des entreprises, Coca-Cola, Mars, Mondelez, Ferrero, Lactalis, qui ont refusé, Unilever, Kraft, qui refusent toujours. C'est un aveu, vous êtes d'accord? Quand je refuse de me soumettre à la transparence, c'est que j'ai quelque chose à cacher. Absolument. Donc c'est très clair pour le consommateur, et c'est déjà une information, le fait de ne pas l'afficher. Alors, les applications, évidemment, permettent de contourner la négation du Nutri-Score par certaines entreprises. Alors, il y a beaucoup d'applications. C'est utile. Alors, faire ses courses avec une application, c'est tout de même long, donc c'est réservé à ceux qui ont un peu plus de temps. Il y a beaucoup d'applications. Alors, Yuka utilise le Nutri-Score en partie, c'est 60% de sa note, et elle l'agrège avec d'autres éléments, les additifs, les pesticides. Alors, c'est pas tellement scientifique, c'est-à-dire que c'est une application sympathique et qui a contribuer à faire prendre conscience aux consommateurs, aux industriels, aux politiques de l'importance d'une transparence. Ça manque un peu de science, parce qu'ils décident de classer eux-mêmes les additifs. C'est compliqué, les additifs. Il y a des effets cocktails, synergie. Donc si on ne l'a pas fait, si l'OMS ne l'a pas fait, c'est que c'est compliqué. Donc on recommande plutôt une autre application qui est Open Food Facts, qui est des bénévoles, et qui permet, en scannant le produit, comme le fait d'ailleurs Yuka, d'avoir à la fois le Nutri-Score, mais séparément. Est-ce que le produit est ultra transformé? Est-ce que c'est un produit issu de l'agriculture biologique? Donc, de façon factuelle, fournit les éléments d'information. Donc, ces applications peuvent être utiles. Open Food Facts particulièrement. Yuka n'est pas très éloigné, mais va au-delà de ce que les scientifiques considèrent comme valide. Disons que dans l'ensemble, l'information du consommateur par ces différents éléments d'information va plutôt dans le bon sens, même si évidemment le Nutri-Score est le fruit d'un travail scientifique, sa rigueur est incontestable. Il est très important d'être incontestable, parce que évidemment les lobbies vont tout de suite chercher la petite faille en disant, voyez, c'est pas très fiable. Or, si c'est fiable, c'est incontestable. Oui, tout à fait, vous avez raison. D'ailleurs, il y a plus de 150 études réalisées dans toute l'Europe qui démontrent à la fois l'intérêt et la validité du Nutri-Score. Donc, il n'est pas attaquable, parce qu'il a ses limites, bien évidemment, et ça, on les reconnaît. Et il est perfectible. Et il est perfectible. On l'améliore d'ailleurs en fonction des progrès de la science, en fonction d'un certain nombre d'éléments, mais il repose vraiment sur des bases scientifiques robustes. Nous sommes en ligne avec Cynthia. Cynthia, vous appelez de Narbonne. On mange bien à Narbonne. Oui, bonjour. On mange très bien. Je vous écoute, Cynthia. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, je l'entends très bien, je vous écoute. On vous écoute, Cynthia. Bonjour, oui, donc moi je pense que le Nutri-Score est important pour qu'on puisse savoir ce qu'on achète. Je m'y fie beaucoup lorsque je fais les courses. Pour tout ce qui est produits surtout sucrés, parce que j'achète quelques produits sucrés parfois. Je trouve que c'est important de savoir si le Nutri-Score, comme les pains de mie et tout ça, si c'est A ou D. Forcément, je vais privilégier un Nutri-Score A plutôt qu'un Nutri-Score D ou E, voire parfois. Voilà. Professeur, c'est important pour, j'allais dire, quand l'ancien terme, la ménagère, quand elle va faire ses courses, tout ça est dépassé. Quand le consommateur, quand une mère de famille ou un père de famille va faire ses courses et qu'on est pressé, c'est très important de savoir ce dont on peut abuser, ce dont il ne faut pas abuser. Oui, ce témoignage est très symbolique. En effet, l'avantage du Nutri-Score, c'est que c'est très rapide à voir. On n'a pas besoin de prendre le paquet, le retourner, lire un tableau incompréhensible, et on peut choisir. Alors, si on attache à la marque, on peut prendre d'autres critères, mais au moins, on a cette information. C'est vraiment compréhensible, et là, les études le montrent, et d'ailleurs, c'est très compréhensible par les enfants qui aiment beaucoup et qui utilisent parfaitement bien le Nutri-Score. Donc, les études ont montré réellement l'avantage que le Nutri-Score... C'est même pédagogique, quelque part. C'est très pédagogique. Une fois de plus, c'est pas perçu comme une norme, c'est perçu comme une aide. Une aide, une information, un code d'utilisation. Voilà. On se retrouve dans quelques instants. On va continuer à parler du Nutri-Score. On pourrait en parler pendant des jours et des jours, tellement c'est important. Là, on va rentrer un peu plus dans la précision scientifique. Sud Radio, la France dans tous ses états. C'est du pétrole? C'est exact. C'est exact. Alors maintenant, regarde. Et voilà, c'est de la viande. Oh! Goûte. Ah non! Goûte! Ah non! Laisse-nous la cuisse. Coluche,
Louis de Funès, grand instant de cinéma. Première dénonciation d'un malbouffe avec Tricatel, vous vous souvenez. Et puis bon, ce sont des souvenirs et qui sont toujours d'actualité justement. Le Nutri-Score, et si Tricatel avait le Nutri-Score, il n'aurait pas été aussi nocif que ça. Professeur Serge Egberg, je rappelle le titre de votre ouvrage, Manger tais-toi, aux éditions Humaine Science Débat. Vous êtes le père du Nutri-Score. Une première étape a été marquée avec l'adoption en première lecture du Nutri-Score. Quel est le véritable enjeu du Nutri-Score par rapport à la malbouffe? Pourquoi les firmes agroalimentaires, et surtout, n'oublions pas, c'est la grande distribution qui, en abaissant les prix, impose quelquefois au lobby agroalimentaire, qui n'est pas méchant de naissance, de baisser la qualité pour rester compétitif. Quel est l'intérêt de ces firmes? Certaines graisses, certains sucres, j'allais dire, provoquent de l'addiction, c'est-à-dire qu'on surconsomme grâce à ça. Oui, alors on a maintenant depuis quelques décennies des très nombreux travaux scientifiques qui montrent que le sucre, certaines graisses et le sel ont un impact négatif en termes de risque de maladie, qui ont un coût humain, social et économique. En soi, la molécule est nocive pour l'organisme si elle est consommée de façon abusive. Exactement. Alors après, en effet, comme vous le rappelez, c'est une question de quantité consommée. Mais si on pousse à la consommation avec un marketing extrêmement fort, si on cache la réalité de la présence de ces éléments dans un aliment, eh bien, on contribue à augmenter chez les consommateurs le risque de ces maladies. Mais professeur, ils sont non seulement nocifs en soi quand on en abuse, on dit bien quand on en mange trop. En soi, ce n'est pas un McDo industriel une fois de temps en temps ne pose pas de problème. Les gens qui iraient tous les jours, là, ça commence à poser problème. Quand je dis McDo, ça peut être une autre marque de fast-food, King Burger ou autre. Et les boissons sodas et les sodas sucrés, c'est la même chose. Pour autant, ça engendre aussi, on le sait, et certains observateurs et certains scientifiques disent ça engendre des addictions qui font qu'on reconsomme de ce produit. Est-ce qu'il y a aussi une recherche de l'addiction dans cet ajout, dans ces ajouts et ces additifs sucrés et gras? Alors, je ne sais pas s'il y a une recherche volontariste, mais par contre, oui, en termes d'impact, l'addiction au sucre et au sel... C'est une réalité. C'est une réalité. Alors, c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui pour essayer de réduire l'habitude au goût sucré pour les enfants, parce que ce sont des habitudes que l'on prend extrêmement tôt. De la même façon, si vous avez l'habitude de manger très salé, eh bien, vous consommez de plus en plus de sel. Et on peut se déshabituer progressivement de ces addictions. Donc c'est extrêmement important d'avoir l'information, parce que le sucre, c'est pas seulement le sucre en morceaux que l'on voit, c'est bien sûr le sucre qui est caché à l'intérieur de bon nombre d'aliments dont on n'imagine pas toujours qu'ils contiennent du sucre. Les dernières statistiques des organismes internationaux de santé, quels qu'ils soient nationaux ou internationaux, indiquent des chiffres absolument terrifiants et aberrants. Aujourd'hui en France, vous avez des chiffres sur l'obésité, des chiffres, alors on les a, mais est-ce que vous pouvez me les donner, les chiffres réels? Oui, c'est une situation évidemment qui est assez inquiétante. Un adulte sur deux est en surpoids ou obèse. 17% de nos enfants sont en surpoids ou obèses, et 4% d'ailleurs sont réellement obèses, et surtout le chiffre a considérablement augmenté ces dernières années. Alors il y a des mesures qui ont été mises en place, le programme national nutrition santé, ce qui a tendance un petit peu à stabiliser chez les enfants, mais ça reste encore un problème qui est à la fois en augmentation, et aujourd'hui quand même 17%, quasiment un enfant sur 5 en surpoids ou obèse, c'est pas acceptable. Il y a des pays où ça va au-delà, bien entendu. Les États-Unis, alors on est carrément... J'ai vu que le président des États-Unis, Donald Trump, veut interdire l'accès aux États-Unis des obèses et des diabétiques. Comme qu'il en a déjà beaucoup chez lui, il n'a pas envie d'en rajouter. On n'en est pas là en France. Obésité, ça veut dire d'autres pathologies, le diabète, des impacts cardiovasculaires et certains cancers sont déclenchés par une mauvaise alimentation. Absolument. On a vraiment maintenant tout à fait la connaissance extrêmement robuste démontrant que nos habitudes alimentaires, évidemment aussi notre activité physique, l'équilibre des deux, contribuent soit en termes de facteurs de risque, soit en termes de protection vis-à-vis des maladies que vous avez citées, et qui sont des maladies qui ont un impact vraiment extrêmement fort, tant au niveau individuel, sur le plan humain, qu'au niveau social et économique. Les dépenses de santé liées simplement au surpoids et à l'obésité sont considérables. Et puis en effet, le surpoids et l'obésité, c'est, vous l'avez rappelé, un facteur de risque d'autres maladies
qui sont extrêmement importantes et sérieuses. L'excès de sucre engendre des lipides dans l'organisme, l'excès de gras aussi. Ça touche quoi? Ça touche notre système cardiovasculaire, ça touche notre système nerveux, notre système musculaire. Aujourd'hui, les pathologies sont très définies. Les pathologies sont bien définies, ce sont les grandes maladies chroniques qui sont les grands enjeux de santé publique, donc certains cancers, les maladies cardiovasculaires, bien évidemment, et on connaît les mécanismes d'action, et on sait que en ayant une alimentation plus en phase d'ailleurs avec les recommandations qui existent déjà depuis un certain temps, qui s'appuient d'ailleurs beaucoup sur l'alimentation méditerranéenne, eh bien on peut réduire au niveau individuel son risque de maladie. Mais il ne suffit pas de savoir ce qu'il faut faire, il faut avoir les moyens de pouvoir le faire, et la transparence sur la composition nutritionnelle, grâce au Nutri-Score, c'est un moyen justement de savoir. Donc on peut affirmer très sereinement et très calmement que le Nutri-Score peut sauver des vies, ou éviter en tout cas des maladies graves quand il est intelligemment interprété et appliqué. Tout à fait. D'ailleurs, une étude de l'OCDE sur les 27 pays européens a mis en évidence en 2024 que si on ajoutait le Nutri-Score dans tous les pays, on diminuerait d'ici 2050 le nombre de maladies chroniques de 2 millions de cas. On aura en plus un impact sur les dépenses de santé et même sur la force de travail. Donc on a vraiment la preuve, la démonstration que le Nutri-Score peut vraiment réduire le risque de maladie. Au moment où on parle du plan de financement de la sécurité sociale, c'est quand même un élément que la classe politique dont elle aurait pu s'emparer et le porter plus haut que ce qu'elle a été. Heureusement qu'on a eu des partenaires courageux. Nous sommes en ligne avec Jean, qui nous appelle de Montpellier. Comment ça va, Montpellier, Jean ? Oui, bonjour, ça va très bien, merci. Et vous ? Ça va très bien ici, on vous écoute. Écoutez, merci de me donner la parole. Moi, je vais intervenir en tant que vegan. Le vegan, c'est pas des... Jean, on a un problème de communication. Les ondes passent mal entre Montpellier et Paris. On vous rappelle tout de suite et on vous écoute. Professeur Serge Herberg, je suppose qu'il n'y a pas que Madame Genevard et certains responsables politiques qui sont, j'allais dire, perplexes par rapport à l'efficacité du Nutri-Score. Il y a les lobbies. Est-ce que vous avez été souvent l'objet, ou le Nutri-Score, d'offensives très concrètes de lobbies, de façon institutionnelle, pour qu'il ne soit pas appliqué ? Oui, bien sûr. Alors, des grands groupes agroalimentaires, je les ai cités, Ferrero, Lactalis, Coca-Cola, Mars. Ceux qui ne l'utilisent pas, justement. Alors, ceux qui ne l'utilisent pas, donc, essayent d'empêcher qu'il devienne obligatoire, puisqu'ils seraient obligés de le mettre. Ils l'ont combattu de longue date. Il y a également certains syndicats agricoles, la FNSEA en France, pour le nom de la défense du secteur de la viande, de la charcuterie et des fromages. Et puis, on est face, au niveau européen, à un État lobbyiste, l'Italie, le gouvernement de Madame Meloni, qui en a fait d'ailleurs une croisade dans son programme politique, considérant que le Nutri-Score venait à l'encontre des produits made in Italy, avec plein de fake news, et elle a donné naissance à ce qu'on appelle maintenant le gastropopulisme, c'est-à-dire flatter la fibre identitaire, culturelle, du terroir, de la gastronomie, pour faire croire que certaines mesures de santé publique allaient perturber donc ces valeurs. C'est plutôt la défense d'intérêts économiques. En plus, Ferrero n'est pas très éloigné des milieux politiques. Et par contre, c'est une négation et de la science et de la santé publique. Peut-être, professeur, que la culture, j'allais dire populaire italienne, est plus évoluée que la nôtre quant aux méfaits de la malbouffe. C'est des gens qui ont encore une conscience alimentaire. On peut combattre la malbouffe peut-être par d'une autre pédagogie si c'est à l'école. Parce que le gouvernement italien a été, pas Madame Meloni, mais les autres, je me souviens de l'interdiction de la cuisine moléculaire, ils ont toujours été très soucieux là-dessus. Et là, on sent bien qu'en tant qu'ultra-libérale, elle protège un peu ses lobbies. Et c'est aussi finalement le vrai motif des réticents, de la droite réticente en France sur le Nutri-Score. Ils protègent leurs copains des lobbies, on est d'accord? Absolument, c'est souvent en effet des intérêts économiques et financiers. Ce qui est un peu malheureux, c'est que c'est à l'aide de fake news, et c'est particulièrement grave parce que les pays du Sud, comme l'Italie, qui perdent aujourd'hui leur modèle traditionnel, sont confrontés à une augmentation de surpoids et de l'obésité, notamment chez les enfants, qui est tout à fait encore plus dramatique dans les pays d'Europe du Sud que même en France. Bon, le corps médical, j'allais dire les financiers de la santé en France, vous sont gré, cher professeur de l'initiative du Nutri-Score. Vous êtes soutenu par tout le monde. Alors, on est soutenu... Je le dis sur un ton un peu ironique, parce que je n'en suis pas persuadé. Alors, on est tout de même soutenu par les scientifiques et par les professionnels de santé. L'assurance maladie, vous y faisiez référence, mais l'assurance maladie, dans son dernier rapport
toujours sur les charges des produits, a demandé que le Nutri-Score devienne obligatoire en termes de réduction des dépenses de santé liées aux maladies chroniques dans lesquelles la nutrition joue un rôle. La Cour des comptes a soutenu cette démarche, le comité économique et social. Donc, beaucoup d'acteurs de la société, 117 associations, ONG, comités d'experts, associations scientifiques, ont demandé également que le Nutri-Score devienne obligatoire. Donc il y a un grand consensus du monde de la santé. Professeur, à vous entendre, on peut considérer légitimement que le Nutri-Score aurait dû être obligatoire il y a au moins 5 ou 10 ans. Et on aurait évité bien des dégâts, et la facture de la sécurité sociale serait peut-être moins lourde, parce qu'on aurait évité des maladies et des pathologies extrêmement coûteuses. Vous êtes bien d'accord? Voilà, c'est un moyen simple de réduire. Alors, le Nutri-Score ne va pas solutionner tous les problèmes nutritionnels, il ne va pas faire disparaître les maladies, mais on sait, on peut le quantifier, qu'il contribue à réduire le risque de ces maladies, donc les dépenses de santé. On est avec Marc, qui nous appelle de Béziers. Mais à Béziers, on mange bien aussi. Oui, bonjour messieurs. Oui, on mange très bien également. On n'est pas loin de Montpellier. On vous écoute, Marc. Une illustration et 2 questions, je vais essayer de faire court. Merci pour votre analyse des sites internet de conseils, parce que effectivement, des fois, on ne se recoupe pas. J'ai eu l'occasion j'avais envie d'une choucroute. Je consomme rarement des plats agroalimentaires préparés, mais j'ai acheté une conserve de choucroute et le Nutri-Score donnait B, et le site en question, je ne le citerai pas, donnait médiocre 40/100. Donc c'est une illustration effectivement qu'il faut coupler les informations, j'imagine. Oui, tout à fait. On écoute votre question. Et puis les 2 questions, c'est d'une part, le Nutri-Score étant imposé par les industriels sur leur packaging, j'imagine, est-ce qu'il y a des contrôles rigoureux qui sont faits, parce que sinon on connaît les dérapages. Et puis l'autre question également, c'était, vous avez cité l'industrie agroalimentaire, mais il y a aussi des discounters très connus qui ont des marques distributeurs sur lesquelles ils n'imposent pas le Nutri-Score, et est-ce qu'eux, ils sont en capacité d'imposer ça à l'industrie agroalimentaire, ou est-ce qu'ils ne le souhaitent pas, justement? Sir Jacques Berg. Alors, pour votre première question sur les contrôles, il y a des contrôles, il est fait par la DGCCRF, par Santé publique France, par les équipes de recherche, mais vous savez, il n'y a pas tellement de risque de dérapage, tout simplement parce que les données qui servent au calcul du Nutri-Score sont celles qui figurent sur l'emballage. L'algorithme de calcul, il est public sur le site de Santé publique France. Vous avez même un tableur, et puis les applications le donnent également, qui permettent à chacun de vérifier. Donc si un industriel prenait le risque de tricher sur l'affichage du bon Nutri-Score, ça serait immédiatement dénoncé. C'est arrivé d'ailleurs une fois avec un petit fabricant de jus de pomme qui de bonne foi s'est trompé, d'ailleurs en sa défaveur. Quelques heures après, des associations de consommateurs avaient des remontées prouvant qu'il y avait une véritable erreur. Maintenant, sur votre deuxième question, alors les distributeurs, alors c'est peut-être un peu plus facile pour eux, même les discounters, affichent beaucoup plus facilement de Nutri-Score. On considère qu'aujourd'hui, 98% des marques propres affichent le Nutri-Score. C'est plus simple parce que c'est pas monoproduit, mais on a une meilleure adhésion des distributeurs que des industriels. Il y a à peu près 36% des marques nationales, des produits des marques nationales qui l'affichent. Vous restez avec nous, on est sur Sud Radio et on parle malbouffe avec le professeur Sir Jacques Berg, père du Nutri-Score. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous aimez bien tout ce qui est bon, c'est très mauvais. Marie Marquet dans La Grande Vadrouille aux Hospices de Beaune, une des scènes, j'allais dire, emblématiques du cinéma français. Effectivement, elle appuie avec son doigt sur le foile de l'aviateur anglais. Vous aimez tout ce qui est bon, c'est tout mauvais. Combien de fois, cher docteur, n'ai-je pas entendu de la part de mes amis médecins, tu aimes tout ce qui est bon, c'est très mauvais. C'est justement, j'allais dire, un des éléments de la polémique sur le Nutri-Score. Il a été rendu obligatoire, à l'exception des produits IGP et AOP, donc indication géographique protégée et appellation d'origine protégée, qui représentent les produits de qualité de nos terroirs, de nos traditions françaises, qui sont de très grands produits. Ce sont des fromages, ce sont des salaisons spéciales. Voilà. Alors, je vais citer, entre autres, tous les fromages. Le comté, puisque Madame Genevard est élue du comté, ça peut être une andouillette, ça peut être une terrine, ça peut être une rillette, voilà.
Il n'a jamais été question de dire du mal de ces produits. Moi-même, qui suis défenseur des produits du terroir, c'est toute ma vie. Hein. C'est tout mon combat sur le lait cru, sur les produits authentiques, sur l'appellation d'origine, qui est l'identité de nos produits agricoles. C'est pour ça qu'on défend les paysans. Sans paysans, on n'a pas de produits d'origine protégés. Mais je suis le premier à dire que j'ai pas de problème avec le Nutri-Score. Si je mange 10 kilos de comté par semaine et 20 kilos de foie gras par mois, et que j'ingurgite mes fromages préférés et des salaisons, je vais tomber malade et je peux en mourir. Donc heureusement que j'ai le... Alors j'ai pas besoin, je l'ai dans ma tête, le Nutri-Score, mais je sais bien qu'il y a certaines choses dont il ne faut pas abuser. Il est là le débat, professeur, on est bien d'accord? Tout à fait. Alors, bien évidemment, Nutri-Score ne s'oppose absolument pas à ces produits avec une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée. Ce sont deux notions extrêmement différentes. Alors, il faut savoir d'abord que 2/3 des AOP et IGP sont bien classés par le Nutri-Score. C'est juste les fromages et les charcuteries. Elles ont un peu de gras. Elles ont du gras, des graisses saturées. Du bon gras, mais pas le meilleur gras, c'est plutôt des graisses saturées et du sel. Quand je dis du bon gras, c'est des gras qui viennent de l'herbe, qui vient de la nature. Voilà, c'est un processus naturel, mais pour l'instant, l'abus est nocif. Ah, tout à fait. Et ils contiennent également du sel. Et donc, avec un Nutri-Score qui peut être D ou E, ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas être consommés. On l'a rappelé, ça doit être consommé avec prudence, modération. Mais ce sont deux notions différentes. Un AOP UGP, c'est le rattachement au terroir, des recettes ancestrales, un mode de production vertueuse, mais ça ne recouvre pas la dimension nutritionnelle. Donc il faut mettre les deux et dire aux consommateurs, mangez moins mais mieux. Si vous voulez une charcuterie ou un fromage, il ne faut pas en consommer trop et choisissez plutôt celles qui ont une AOP et une IGP. Et c'est une simple leçon de sagesse, d'éthique de vie et de code d'hygiène tout simplement qu'on devrait partager et qu'on partage dans les sociétés évoluées. Je veux juste préciser, Serge Ekberg, que mes anciens confrères, journalistes gastronomiques des années 50-60, qui faisaient bonne chère, comme on disait, à l'époque il n'y avait pas de Nutri-Score, on pouvait faire bombance, on pouvait se taper la cloche, c'est des gens en général qui mouraient avant 60 ans. Alors ils mouraient heureux, ils mouraient en surpoids, en surcharge pondérale, mais ils mouraient jeunes parce qu'ils faisaient attention à rien. Aujourd'hui, le Nutri-Score, c'est quoi? C'est, si tu veux voyager loin, ménage ta monture, continue à savourer les délices de cette terre et de ce pays, mais aie la précaution de ne pas en abuser. Voilà, vous avez résumé tout à fait la philosophie du Nutri-Score. C'est une information qui n'interdit rien, qui rappelle la modération sur certains produits, et puis qui permet de débusquer des choses qui ne sont pas évidentes. Un Actimel ou un Activia ou un Danonino. Alors Actimel, Danone est sorti du Nutri-Score, je me souviens. Danone est sorti du Nutri-Score tout simplement parce que la mise à jour du Nutri-Score pénalise plus le sucre et que ça révèle que ces produits, ces yaourts à boire, il n'y a pas que ceux d'ailleurs de Danone, sont des produits qui contiennent beaucoup de sucre, parfois plus qu'un soda, et que Danone n'a pas voulu à la fois vanter le fait que c'était un outil de lutte contre l'immunité ou que ces produits permettaient de réduire la fatigue, et d'un autre côté montrer la réalité que ça contient beaucoup de sucre. Professeur, est-ce que vous m'autorisez à suggérer que le Nutri-Score est un complément culturel et social de notre patrimoine gastronomique? C'est grâce à une bonne gestion, un bon usage du Nutri-Score que nous pourrons continuer à produire et à consommer ces produits du terroir qui nous font tant de bien gustativement dès lors qu'on n'en abuse pas. Absolument, et d'ailleurs c'est la philosophie générale maintenant de la nutrition de santé publique en France. Il n'y a pas incompatibilité entre gastronomie et santé, en sachant que dans la gastronomie, ça doit rester un plaisir, ça ne doit pas être des choses qui sont consommées trop fréquemment. Puis il y a beaucoup de produits industriels, ultra transformés, qui n'ont pas d'intérêt et qui souvent masquent par un marketing le fait qu'ils sont, eux, gras, sucrés et salés. Alors, si je vais un peu plus loin dans mon nutriscorisme, je vais dire, parce que je suis vraiment convaincu de l'utilité de cette mesure, est-ce qu'on pourrait envisager de pénaliser, avec une taxation particulière, les marques qui refuseraient d'appliquer le Nutri-Score, qui refuseraient aux consommateurs l'information du contenu de l'aliment? Alors, il existe déjà en France une taxe sur les boissons sucrées et édulcorées, pour l'histoire du goût du sucre. Et dans les amendements qui ont été proposés sur l'obligation du Nutri-Score, reste une possibilité de dérogation pour les industriels qui le souhaitent. Mais à ce moment-là, ils sont taxés de 5% sur leur chiffre d'affaires. Et quand on voit le chiffre d'affaires de Lactalis ou de Coca-Cola, c'est des sommes qui seraient considérables. Ça serait très dissuasif, évidemment. Absolument, c'est dissuasif. Mais l'argent irait à l'assurance maladie. Il faut qu'ils assument. Hein, il faut qu'ils assument. Mais aujourd'hui déjà, et ça sera
plus fort encore si demain il devient obligatoire. Le consommateur va être rapidement conscient que si un produit n'affiche pas le Nutri-Score, c'est qu'il y a quelque chose à cacher, que vraisemblablement il est DOE, et en plus il ne respecte pas le consommateur en termes de fournir une transparence sur la réalité de sa composition nutritionnelle. Serge Berg, la traçabilité acquise depuis la vache folle, qui est aujourd'hui sur tous les produits, pas les produits transformés, l'Europe ne veut pas qu'on sache d'où vient la viande, mais sur les produits frais, traçabilité, c'est un complément, c'est un élément nutri-scorien, si je puis dire, cette traçabilité. Tout à fait, la traçabilité, la transparence, c'est un droit des consommateurs et c'est un devoir des fabricants. Donc la traçabilité n'est pas suffisante, il faut aussi beaucoup d'autres mesures, mais c'est déjà une contribution très forte à améliorer la santé de nos concitoyens. Alors, question très importante, est-ce que vous avez fait des petits? Est-ce que vous avez inspiré d'autres législateurs, d'autres pays européens qui, confrontés eux aussi au fléau de la malbouffe, ont considéré que ce Nutri-Score était une information qui allait dans le bon sens? Oui, 6 autres pays ont adopté le Nutri-Score, comme la France, c'est le même Nutri-Score, il y a d'ailleurs une coordination. Vous pouvez me les citer? Oui, il y a l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, la Hollande, l'Espagne et hors de l'Union européenne, mais en Europe, la Suisse, qui ont adopté le Nutri-Score. Donc il y a 7 pays aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont en attente de l'adoption, et donc on espère qu'il y en aura de plus en plus et qu'il deviendra également obligatoire en Europe. Eh bien écoutez, tout ça est encourageant. En tout cas, c'est la preuve, message à notre classe politique, à nos parlementaires, si d'autres pays s'en inspirent, c'est que ça va dans le bon sens. Professeur, on vous souhaite plus de succès, votre combat n'est pas terminé. Je rappelle votre livre « Mange et tais-toi » aux éditions Humaine Science. C'est vraiment un document pédagogique, nutritionnel, et je dis toujours politique parce que le contenu de l'assiette, dépendra l'avenir de notre société, de notre planète, de nos enfants, de notre jeunesse. Merci d'avoir été là, et Sud Radio sera toujours à l'écoute de vos initiatives, et vive le Nutri-Score, vive la France, vive la République, parce qu'on est vraiment sur un enjeu national. À très bientôt, professeur.